Mes parents ont oublié de nous inclure, ma fille de 7 ans et moi, dans leur arbre généalogique de 52 personnes. Ma fille de 7 ans a vu l'arbre généalogique de 52 personnes que mes parents avaient fièrement accroché dans leur couloir. Tout le monde y figurait, sauf elle et moi. Il n'y avait pas assez de place, ont dit mes parents. Je n'ai pas crié. J'ai simplement agi. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Si vous n'avez jamais essayé d'organiser un Noël dans une maison où vous faites techniquement partie de la famille, tout en étant, d'une certaine manière, la bonne à tout faire, laissez-moi vous dire que c'est un enfer très particulier. À midi, j'avais déjà fait 3 tournées de vaisselle, réchauffé les amuse-bouches 2 fois et sauvé 2 plateaux de pommes de terre en train de brûler dans le four, tandis que ma mère, qui était soi-disant incapable de bouger le bras, me dirigeait depuis la salle à manger comme un général en pleine guerre. Ma fille, Ellie, virevoltait autour de moi dans sa petite robe rouge, essayant d'aider jusqu'à ce que ma mère lance sèchement « Chérie, va jouer. Tara peut gérer ça. Tara peut gérer ça. Tara gère toujours tout. » J'ai gardé mon sourire figé et poli, comme je le faisais toujours. L'humour peint sans rire est une compétence de survie dans cette maison. Si vous ne pouvez pas rire de votre propre destruction émotionnelle, de quoi pouvez-vous rire? Tout le monde s'agitait autour de la grande surprise que mes parents comptaient révéler avant le dîner, la gigantesque fresque murale de l'arbre généalogique qu'ils avaient payé à un artiste pour l'occasion. 52 noms, 52 portraits, des mois de planification, des semaines de vantardise. Je ne l'avais pas encore vu. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Chaque fois que je posais la question, il me balayait d'un geste, tu le verras en même temps que les autres. C'est spécial. La fresque restait recouverte d'un immense drap, comme une relique sacrée attendant sa grande révélation. J'aurais dû écouter ce sentiment de malaise qui me rongeait à l'arrière de l'esprit. Mais c'était Noël, Ellie était enthousiaste, et je voulais, ne serait-ce qu'une fois, croire que nous étions incluses dans quelque chose. La préparation du dîner a atteint son paroxysme vers 16 heures. Les tantes et les cousins sont arrivés en masse, retirant leurs manteaux, se saluant avec cette affection que l'on voit dans les publicités. Mes parents rayonnaient de fierté, accueillant tout le monde dans le couloir comme des membres de la royauté organisant un bal. Puis, enfin, le moment est arrivé. Tout le monde, rassemblez-vous, a appelé mon père, gonflé d'importance comme un ballon de baudruche. Les gens se sont rapprochés, verre de vin à la main, les joues roses. Ellie a serré ma main, les yeux écarquillés. Mes parents ont attrapé les coins du drap, avec un geste théâtral, l'ont fait tomber. La foule a poussé un cri, a applaudi. Quelqu'un a même dit « Oh, waouh, c'est magnifique !» Je l'ai à peine regardé. Je tenais un plateau de petits pains et j'essayais de ne pas le propulser à travers la pièce. Quand on est la servante désignée de Noël, la reconnaissance ne fait pas partie de la fiche de poste. Tandis que les invités se ruaient sur la fresque comme des papillons vers la lumière, je me suis éclipsé vers la cuisine pour rattraper la sauce que maman jugeait trop liquide, ce qui, ironiquement, est aussi ce qu'elle disait de ma personnalité. Je n'ai pas vu Ellie s'éloigner. 20 minutes plus tard, alors que tout le monde était attablé, que le vin coulait à flot, que mon père portait un toast à l'unité familiale, Ellie est revenue. Sa petite main a tiré sur mon bras. « Maman ?» Je me suis agenouillé près d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» Ses yeux brillaient. Pas de larmes, mais presque. « Je ne me trouve pas. »« Te trouver ?» ai-je répété. Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. « Sur l'arbre. » J'ai vraiment bien regardé. « Tu peux m'aider ?» Quelque chose en moi s'est glacé. Je me suis levé, ignorant le « chut » de ma mère. « Tara, assieds-toi. On porte un toast. » Non, pas ce soir. Ellie m'a conduite à la fresque. Nous sommes restés devant, le couloir semblant soudainement interminablement long et trop lumineux. C'était élaboré. Des branches s'enroulant en lettres d'or. De petits portraits peints à l'aquarelle. Des noms inscrits en dessous. J'ai scanné l'ensemble, m'attendant à nous trouver quelque part, un peu à l'écart. J'ai trouvé ma sœur Heather, son mari Blake, leur fille, 3 cousins éloignés, le cousin qui n'appelle jamais, la femme du cousin, et la mère de la femme du cousin. D'accord. J'ai trouvé le voisin d'il y a 2 maisons, l'au-pair qui a vécu avec nous 1 an il y a 10 ans, la meilleure amie de ma mère, et même une arrière-tante éloignée dont je jure qu'elle n'est plus consciente depuis 2003, mais pas moi. Pas Ellie.
J'ai senti ma poitrine se serrer. Ok. Ne panique pas. Regarde plus lentement. Nous avons vérifié à nouveau. Chaque branche, chaque feuille, chaque tourbillon de peinture dorée. Rien. La voix d'Ellie est devenue minuscule. Peut-être qu'ils ont mal écrit mon nom. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Je voulais mentir. Je voulais la protéger. Je voulais inventer une excuse pour adoucir le coup. Mais la vérité était là, sous nos yeux, dans 52 visages parfaitement peints. Nous n'avions pas été oubliés. Nous avions été exclus. Volontairement. Je me suis dirigé droit vers mes parents. Maman riait avec un invité, levant haut son verre de vin. L'image même de la joie de Noël. Maman, ai-je dit doucement, Ellie et moi ne sommes pas sur la fresque. Elle a cligné des yeux, son visage ne changeant presque pas. Oh. Eh bien, il n'y avait pas assez de place. Il y a 52 personnes dessus, et il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, ai-je demandé, rejetant son explication. Tu as inclus l'au-pair. Eh bien, elle était spéciale pour nous. Tu as inclus des voisins. Des amis proches comptent comme la famille, et Ellie ne l'est pas? C'est juste une décoration, a-t-elle dit. Je l'ai fixée. Une simple décoration. Le nom de ma fille effacé. Mon existence effacée, et cela ne méritait même pas une once de culpabilité. Juste de l'agacement. Derrière moi, Ellie se tenait très immobile. C'est ce qui a tout décidé. Je me suis penché vers elle, mon cœur, va à l'étage. Fais ton sac. Elle a hoché la tête une fois, en silence, et s'est précipitée dans les escaliers. Je n'ai pris la peine d'expliquer quoi que ce soit à personne d'autre. Ni à mes parents. Ni aux invités. Ni à ceux qui me regardaient comme si j'avais brisé le sortilège de Noël. Je suis monté, j'ai attrapé mon propre sac, j'y ai fourré l'essentiel, et je suis redescendu, la main d'Ellie dans la mienne. La conversation s'est arrêtée. Les fourchettes sont restées en l'air. Les yeux se sont agrandis. Quelqu'un a murmuré, est-ce qu'elles partent? Oui. Nous partions. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne leur devais aucune représentation. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Ellie tremblait, serrant son sac. J'ai déverrouillé la voiture, chargé nos affaires, et je me suis installé au volant. Ellie a bouclé sa ceinture lentement. Maman, où est-ce qu'on va? J'ai démarré le moteur. Mes mains étaient stables pour la première fois depuis des années. Quelque part de meilleur, ai-je dit. On recommence à zéro. Elle a hoché la tête, me faisant une confiance totale. À mesure que la maison rapetissait dans le rétroviseur, j'ai senti quelque chose se soulever. Quelque chose de lourd. Quelque chose d'ancien. Peu importe ce qui nous attendait, il n'en avait aucune idée, et moi non plus. Mais je savais une chose, nous ne reviendrions pas. Je n'ai pas dormi la première nuit à l'hôtel. Ellie, si, recroquevillée sous la couette blanche et raide comme si elle se sentait enfin en sécurité. Mais je suis resté éveillé à fixer le plafond, sentant quelque chose de vieux et de les remonter le long de ma colonne vertébrale. Parce que partir n'avait pas seulement trait à la fresque. C'était à propos de tout ce qui était arrivé avant. Tout ce qui avait construit la version de moi sur laquelle mes parents comptaient. Tout ce qui les avait amenés à penser qu'effacer ma fille et moi d'un arbre généalogique était acceptable. On n'aurait pas quelqu'un de sa vie soudainement, on le fait lentement, couche après couche, année après année. Et la vérité? Mes parents m'effaçaient depuis le début. J'avais 2 ans de plus qu'Heather, et apparemment, cela faisait de moi la mule de bâtiment désignée de l'enfance. S'il y avait un désordre dans la maison, devinez qui nettoyait? Si quelque chose se cassait, devinez qui réparait? Si maman avait besoin d'aide pour trier les factures, faire les cartons de Noël ou ranger, devinez qui elle appelait? Pas l'enfant chéri. Non, le travail des heures était d'exister, mon travail était de faire en sorte que l'existence tourne sans accroc. Il y a un souvenir dont je ne peux pas me défaire. J'avais peut-être 10 ans. Mes parents avaient décidé de repeindre le couloir avant une fête de famille, et j'ai passé tout un samedi à peindre la moitié inférieure du mur. Sous-couche, 2 couches de couleur, finition, tout. Heather a contribué en passant par là une fois et en disant « joli ». Le lendemain, quelqu'un a complimenté le travail.
Ma mère a souri et a dit, n'est-ce pas qu'Heather est douée? Je suis resté là, tenant le pot de peinture vide comme un figurant confus dans ma propre vie. Je lui ai dit, c'est moi qui l'ai peint. Et ma mère a répondu, oui, mais c'est elle qui a aidé à choisir la couleur. L'humour peint sans rire est héréditaire, j'imagine. Je crois que c'était la première fois que j'ai ri d'incrédulité. Cela n'a pas changé en grandissant. Heather, adolescente, était toujours occupée. Occupée par un club, par un projet, par Blake, même quand il n'était que le garçon dont elle gloussait, occupée à être la personne que mes parents voulaient qu'elle soit. Si je demandais de l'aide? Oh, Tara, tu es si douée pour ces choses-là, disait maman. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, ça ne me dérangeait pas. Parce que pourquoi aurais-je eu des devoirs? Ou des échéances? Ou une vie? Puis l'âge adulte est arrivé, mais au lieu de l'égalité, la dynamique s'est calcifiée. Je suis devenue mère célibataire. Heather s'est mariée, a eu Kira, a commencé à poster des photos de sa vie parfaitement coordonnées sur Instagram, et mes parents se sont régalés. Chaque projet scolaire de Kira? Génial. Chaque réussite mineure d'Heather? Révolutionnaire. Chacun de mes accomplissements? Des accidents, apparemment. Tu as eu une promotion? Oh. C'est sympa. Tu gères tout toute seule? Impressionnant. Étant donné les circonstances. Ce étant donné avait tout un ton. Puis, il y a 2 ans, tout s'est mis en place comme un piège. Maman s'est cassé le bras. Soudain, la maison a sombré dans le chaos. Papa ne pouvait pas cuire une pizza surgelée sans brûler la boîte, et apparemment, ramasser une éponge aurait couvert ses ancêtres de honte. Alors, il y a eu une discussion de famille, qui viendrait s'installer temporairement pour aider. Étonnamment, Heather était trop occupée. Kira avait la danse. Blake avait des horaires chargés. Heather avait une grosse présentation. Tout cela était très convaincant, dans le genre, ne regardez pas trop près de mes mensonges. Alors, devinez qui a emménagé? Ellie et moi. Ou, comme mes parents aimaient nous appeler, notre aide précieuse. C'était censé être temporaire, juste le temps que maman guérisse. Sauf que le bras de maman a guéri. Puis, apparemment, il a mal guéri. Puis il était encore douloureux. Puis il n'était pas tout à fait utilisable. Puis il était dangereux de faire le ménage avec. Et puis, miraculeusement, il était parfaitement fonctionnel dès qu'elle allait chez Heather. Heather se vantait, maman a fait du pain aux bananes pour nous hier. Amusant, elle ne cuisinait jamais quand j'habitais là-bas. Peut-être que son bras ne m'aimait tout simplement pas. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Elle est âgée. Elle a besoin d'aide. Papa ne peut rien gérer. La famille se soutient, non? Mais après 6 mois à faire chaque repas, chaque course, chaque lessive, chaque facture, chaque déclaration d'impôt et chaque réparation tout en leur payant un loyer et quelque chose a commencé à se briser. Pas bruyamment. Silencieusement. Comme une fissure sous pression. Je ne comprends pas, ai-je dit une fois à maman, pourquoi je paie un loyer alors que je fais tout le ménage et la cuisine. Elle a agité son bon bras et a dit, eh bien, si tu n'habitais pas ici, nous pourrions louer la chambre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui, probablement, paierait un loyer et réparerait leur vie entière. Et pourtant, je suis resté. Pour Ellie. Pour la stabilité. Pour la culpabilité qui était cousue en moi depuis l'enfance. Jusqu'à la fresque. Cette stupide, coûteuse, élaborée et méticuleusement planifiée fresque. 52 noms. Des voisins. Des parents éloignés. Des amis de la famille. Une au-pair. La mère de la femme d'un cousin. Et pas moi. Pas Ellie. Même pas coincé dans un minuscule coin de branche, comme une pensée après coup. Mes parents ne nous ont pas oubliés. Ils nous ont effacés. Et d'une certaine manière, cela m'a libéré. Je me suis réveillé à l'hôtel au son des lits bougeant dans l'autre lit, et pendant un moment, je n'ai pas su où nous étions. Puis c'est revenu. La fresque. Le dîner. La façon dont tout le monde nous a fixés en sortant. La façon dont ma mère n'a même pas pris la peine de nous appeler. Et au lieu de la panique, ce qui m'a frappé en premier, c'était l'adrénaline.
Ce n'était pas une fuite. C'était une libération. Ellie a cligné des yeux, confuse, les cheveux en bataille. Maman? Où est-ce qu'on est? Dans un hôtel, ai-je dit. Juste pour l'instant. Elle a eu l'air effrayée pendant une demi-seconde, puis a scruté mon visage et y a trouvé son encre. Est-ce qu'on rentre à la maison? Non, ai-je dit. On en a fini avec ça. Ses yeux se sont agrandis. Pour de vrai? Pour de vrai. Là, c'était l'étincelle. Le soulagement. Peut-être pour la première fois de sa courte vie. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac, j'ai sorti mon ordinateur et je l'ai posé sur le bureau comme si je me préparais à la guerre et d'une certaine manière, c'était le cas. Première cible? L'argent qu'il me soutirait. Je me suis connecté à mes comptes bancaires, j'ai affiché le virement de loyer sur lequel mes parents insistaient, j'ai cliqué sur « Annuler » sans même cligner des yeux. Puis les virements pour les courses, puis la contribution inutile aux factures, puis la ligne d'assurance que je payais sans aucune raison autre que « ça fait plus de sens avec la paperasse, Tara ». Clic, clic. Clic. Chaque annulation était comme couper une corde qui oppressait ma poitrine. Ellie est sortie du lit et s'est approchée. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » On se libère. Elle a regardé l'écran, fascinée. « Je peux aider. » Tu sais quoi? Oui. Appuie sur ce bouton. Elle a appuyé sur « Confirmer l'annulation » et je jure que cette petite fille n'a jamais eu l'air aussi fière. Ensuite, les vacances. J'ai ouvert un site de location de chalet, un truc qu'Ellie et moi regardions parfois en rêvant. Choisis-en un, lui ai-je dit. Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil. Vraiment? Vraiment, ai-je dit. On ne dépense plus notre argent pour des gens qui nous ont effacés. Elle a pointé un minuscule chalet au bord d'un lac avec une terrasse et une cheminée. Elle m'en avait parlé il y a des mois, et j'avais dit non parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. Maintenant, je l'ai réservé sans hésiter. Maman, a-t-elle murmuré, tu n'avais pas dit qu'on n'avait pas d'argent? On n'en avait pas, ai-je dit. Mais maintenant, on a arrêté de payer pour des gens qui ne nous traitaient pas comme de la famille. Ça change les choses. Son sourire a fait éclater quelque chose en moi. Quelque chose de serré, de vieux et de colérique. Ça valait tout l'or du monde. Mon téléphone a vibré. Puis encore. Puis encore. Je l'ai posé face visible pour qu'Ellie puisse voir, où êtes-vous? Rentrez à la maison. Maintenant. Votre mère souffre. Tu réalises ce que tu as fait? La cuisine est un désastre. Qui est censé nettoyer? Les gens demandent où vous êtes. Revenez ici. Ellie a froncé les sourcils. Ils sont impolis. C'est un mot pour le dire. J'ai tapé un seul message, nous ne sommes pas sur votre arbre généalogique. Gérez votre propre famille. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai jeté sur le lit. Fini les explications. Vers midi, Ellie et moi avons étalé des annonces d'appartements sur le lit. Photos, prix, cartes. Elle a pris ça très au sérieux, ce qui était adorable étant donné que son critère de filtrage principal semblait être « Est-ce que j'aime la fenêtre ?» Nous en avons trouvé un avec une baie vitrée et un arbre devant. Ellie a posé sa main sur la photo comme si elle s'imaginait déjà là. « On peut habiter ici ?» a-t-elle demandé. « On peut essayer ?» ai-je dit. C'était possible. Pour la première fois depuis des années, tout semblait possible. Et puis, le ton des messages de mes parents a basculé. Le dernier est arrivé comme un coup de poing, si tu ne réponds pas, on dépose un avis de disparition. J'ai ricané. Évidemment qu'ils allaient faire ça. Ellie a levé les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes grands-parents paniquent parce qu'ils ne savent pas comment préparer le petit déjeuner. Elle a gloussé, ce que j'ai apprécié. Quelques heures plus tard, nous l'avons déposé. La police vous cherche. J'ai posé le téléphone lentement. Voilà. L'escalade. Le moment où les règles du jeu ont changé. Ils n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas inquiets. Ils n'essayaient pas de vérifier si nous étions en sécurité. Ils essayaient de tirer sur la laisse. Dommage que le collier soit déjà retiré. On a frappé à la porte juste après 8 heures.
3 coups secs. Ellie s'est figée. J'ai posé ma main sur son dos et j'ai murmuré, « Tout va bien ». J'ai ouvert. 2 officiers étaient là. Calme. Poli. Professionnel. « Madame », a dit l'un d'eux, « vos parents ont déposé un avis de disparition pour vous et votre fille. » J'ai hoché la tête. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Il a cligné des yeux, surpris par mon absence de surprise. Nous leur avons expliqué que cela ne répondait pas aux critères, a-t-il dit, mais parce qu'une enfant est impliquée, nous devons nous assurer que vous êtes en sécurité. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Ellie leur a fait un signe de la main depuis le lit, serrant sa couverture. Vous êtes toutes les deux parties volontairement? Oui. Personne ne vous a menacé? Non. Et vous êtes en sécurité? Oui. Les officiers ont échangé un regard, soulagés. Très bien, alors on en a terminé ici. Désolé de vous avoir dérangé. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit. Ils sont partis tranquillement. Quand la porte s'est refermée, le silence était différent de celui du matin. Ce n'était pas paisible. Ce n'était pas vide. C'était chargé. Ellie s'est glissée sur mes genoux, somnolente et chaude. Ok, on est parfaite, a-t-elle dit, ils n'aiment juste pas qu'on soit partis. Est-ce qu'ils sont fâchés contre nous? Ils sont fâchés d'avoir perdu le contrôle. Elle a hoché la tête et a posé sa tête sur mon épaule. Et là, c'était la vérité que je n'avais pas encore dite à voix haute, partir n'était pas la fin du combat. C'était le début. 4 semaines plus tard, le calme dans notre nouvel appartement semblait presque suspect, comme si la vie retenait son souffle avant que quelque chose ne craque. Je ne faisais pas encore confiance à la paix, pas après la façon dont mes parents opéraient. J'ai bloqué mes parents. J'ai bloqué Heather. J'ai bloqué quiconque faisant partie de leur petit cercle de déni. Mais certains parents éloignés ont réussi à passer au travers. Des cousins au second degré à qui je n'avais pas parlé depuis des années, une tante qui avait oublié mon nom une fois, des gens soudainement très investis dans ma déchéance morale. Pourquoi tu ne parles plus à tes parents? C'est une affaire de famille, chérie. Ta mère est dévastée. Il faut arrêter d'être dramatique. Je n'ai rien expliqué. C'est privé, disais-je. Entre eux et moi. Je me concentre sur ma fille. Traduction, occupez-vous de vos affaires. Ça ne leur a pas plu, alors ils ont fini par abandonner. Pendant quelques jours, la vie a semblé normale. Trop normale. Le coup de massue est arrivé. J'étais en train de rédiger un mail au travail quand mon patron a passé la tête dans mon bureau avec une expression normalement réservée aux alarmes incendie. Tara, a-t-il dit prudemment, il y a quelqu'un qui demande à te voir dans le hall. Mon estomac a basculé. Ma première pensée? Oh non. La deuxième? C'est eux. Ils m'ont trouvé. La troisième? Ellie est en sécurité à l'école. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Je me suis levé, j'ai lissé mon chemisier et je suis sorti comme si je n'étais pas en train de mourir à l'intérieur. Et là, c'était elle. Heather. Elle n'était jamais, au grand jamais, venue sur mon lieu de travail. Elle avait l'air complètement déplacée parmi les costumes et les murs de verre, transpirante, dépeignée, respirant comme si elle avait sprinté depuis le parking. Tara, a-t-elle dit en agrippant mon bras, tu dois rentrer à la maison. Maintenant. Lâche-moi, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que tu fais là? Elle n'a pas lâché. Maman et papa. Tara, ils sont en plein désarroi. Oh, c'est reparti. Ils ne peuvent pas garder la maison propre, a-t-elle débité. Ils vivent de plats à emporter. Les factures sont en retard. La paperasse Tara, tu n'as pas idée. La paperasse. Papa ne comprend rien. Maman dit que son bras lui fait trop mal. Le frigo est tombé en panne. Les factures s'accumulent. Alors engagez quelqu'un, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ils n'ont pas d'argent. Ils avaient de l'argent pour une fresque de 52 personnes. C'est différent. Sûr, ai-je dit. L'art est éternel. La vaisselle propre est temporaire. Elle a repoussé ses cheveux d'une main tremblante. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas le temps de gérer ça.
J'ai un boulot, un mari et les activités de Kira. Je ne peux pas tout lâcher. Je l'ai fixé. Oh, ai-je dit. Donc, en gros, tu es trop occupé. Oui, a-t-elle dit, soulagée que je comprenne enfin. Et tu penses que je ne le suis pas? Elle s'est figée. J'ai regardé la réalisation ramper sur son visage comme un insecte lent. Son visage s'est durci. Ce n'est pas juste, Tara. Tu ne peux pas juste disparaître et tout me rejeter dessus. Oh. Ai-je dit. Donc maintenant que c'est ton tour, soudainement ce n'est pas juste. Elle a détourné le regard. C'est toi qui avais le temps, a-t-elle lancé. Tu habitais avec eux. Tu gérais tout. C'était ton rôle. Mon rôle, ai-je répété. Attribué par qui? Elle n'a pas répondu. Je me suis rapproché. Laisse-moi essayer ta logique sur toi, Heather. Tu étais la fille qu'il célébrait. La fille dont il se vantait. La fille qui avait tous les avantages et pourtant, c'était toujours moi à qui on demandait de faire tout le travail. Ce n'est pas, ils nous ont effacés, Ellie et moi, de leur arbre généalogique, ai-je dit. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'étions pas de la famille pour eux. Alors, pourquoi, exactement, devrais-je continuer à agir comme leur personnel de maison? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Aucun mot. Tu leur rends visite, ai-je dit. Tu postes des photos avec eux. C'est toi qui le revendiques. Alors pourquoi tu ne prends pas le relais? Je n'ai pas le temps, a-t-elle murmuré. Moi non plus, ai-je dit. Mais je l'ai fait pendant des années. Et ils m'ont effacé quand même. Ses yeux ont lancé un éclair de quelque chose, de la honte, de l'agacement, peut-être les deux. C'est incroyable, a-t-elle marmonné. Tu es juste en train de partir? C'est déjà fait. Elle m'a fixé comme si elle attendait que l'ancienne version de moi apparaisse, celle qui se précipiterait, s'excuserait, réparerait tout. Elle ne l'a pas trouvé. Je ne peux pas gérer ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu n'as jamais été censé le faire, ai-je répondu. C'était toujours là, le problème. Elle a dégluti difficilement. Puis elle s'est retournée et est partie, ses talons claquant comme de minuscules explosions de défaite dans le couloir. Ce soir-là, j'ai récupéré Ellie à l'école, et pour la première fois de la journée, j'ai respiré à fond. Nous rentrions à pied, nos sacs rebondissant, Ellie bavardant sur un dessin de pingouin qu'elle avait fait en cours d'art. Et puis je les ai vus, mes parents, debout devant mon immeuble comme deux fantômes qui n'avaient pas réalisé qu'ils étaient morts. Ellie s'est raidie. J'ai passé un bras autour d'elle. Tara, a crié ma mère en se précipitant vers nous. Comment as-tu pu nous faire ça? Oh, pour l'amour du ciel, a marmonné mon père, elle va vraiment rendre les choses difficiles. Maman a serré son torse, veux-tu que ta fille t'abandonne un jour, comme tu nous as abandonnés quand nous avions le plus besoin de toi? Papa a ajouté, quel genre de mère es-tu? Je les ai fixées, calme, froide. Vous nous avez retirés de l'arbre généalogique, ai-je dit doucement. Vous avez dit au monde entier que nous n'existions pas. Maman a agité la main, oh, arrête ça. C'était symbolique. C'était exact, ai-je dit. Vous traitez Heather comme une fille. Vous me traitez comme une gouvernante que vous ne payez pas. Papa s'est avancé. Tu nous dois de l'argent. Pourquoi? Ai-je demandé. Pour avoir gardé Ellie quelques heures quand vous m'aviez supplié de vous laisser faire? Où était-ce pour le loyer que je vous versais alors que je cuisinais chaque repas, nettoyais chaque plat, gérais votre paperasse et faisais tourner votre maison? Ils ont tous deux flanché. Si quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un, ai-je dit, c'est vous, à moi. La voix de maman a diminué. Tara, nous avons besoin de toi. Non, ai-je dit, vous avez besoin d'une bonne. Un silence est tombé, si lourd qu'il en était physique. Mes parents m'ont regardé, puis Ellie, qui les fixait comme si elle ne les reconnaissait plus. S'il te plaît, a murmuré maman. Tu es notre fille. J'ai secoué la tête. Vous avez fait ce choix quand vous nous avez effacés. Et juste comme ça, leurs visages se sont brisés. Pas de tristesse. De choc. D'incrédulité, parce que je ne me repliais pas sous leur contrôle. Ils se sont retournés et sont partis. Mais le mal était déjà fait, juste pas de la façon dont ils le pensaient. Parce que, pour la première fois,
ils ne pouvaient pas me manipuler. Pour la première fois, j'étais libre. Environ 1 an plus tard, j'ai commencé à avoir des nouvelles de mes parents via les quelques proches que je tolérais encore. Apparemment, après mon départ, ils ont essayé de maintenir les choses exactement telles quelles, ce qui signifiait qu'ils ont essayé de me remplacer par une femme de ménage, un bricoleur et une aide à domicile trouvée en ligne. Ça a duré 2 mois. Les factures ont duré bien plus longtemps. Quand les dettes se sont accumulées, ils ont attendu des heures qu'elle intervienne. Elle a ri, absolument pas. Ce fut le début de l'illusion de elle, enfant chéri, qui se fissurait. Au printemps, le mauvais bras de maman a guéri avec une vitesse miraculeuse. Pratique. Juste au moment où ils ont réalisé que personne d'autre n'allait balayer leur sol, papa a même commencé à cuisiner. Et oui, le quartier ne s'est toujours pas remis du choc. Finalement, les chiffres les ont rattrapés. Aucun loyer entrant de ma part, plus de main-d'œuvre gratuite, des aides coûteuses, des paiements manqués, ils ont dû vendre la maison. Ils ont déménagé dans un endroit beaucoup plus petit en ville, 2 chambres, des murs fins et des voisins assez proches pour entendre leurs disputes. Les gens ont commencé à prendre leur distance, aussi. Une fois l'histoire de la fresque diffusée, leur cercle social a rétréci à vue d'œil. Personne n'aime une famille qui efface une partie de sa famille. Pendant ce temps, ma vie a pris la direction opposée. Ellie et moi nous épanouissons. Mes finances se sont stabilisées si rapidement qu'il est gênant de constater combien de temps j'avais galéré. Ce printemps, j'ai fait un premier apport pour une petite maison avec une grande fenêtre qu'Ellie a immédiatement réclamée pour son article. C'est drôle de voir comment la vie change quand on arrête de laisser les gens nous vider de notre substance. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu.